Je vais maintenant parler du potentiel du sorgho du point de vue génétique. Je vais aussi parler des aspects économiques de cette culture. Pourquoi le sorgho est intéressant du point de vue économique? Alors, je comprends bien la chaîne de valeur du sorgho. J'ai une bonne connaissance en la matière. Je pense qu'il faut renforcer donc les liens parmi les différentes mailles de la chaîne en Europe. Je pense que c'est absolument nécessaire. En tant que sélectionneur et cultivateur, il faut savoir un peu prédire l'avenir, comprendre quelles seront les tendances dans les 10-20 prochaines années. Par conséquent, pour développer une variété, il faut entre 5 et 10 ans. Et si on inclut la partie de présélection, on arrive jusqu'à 10 ans. Et voilà pourquoi il est important de comprendre quelles sont les évolutions des tendances du sorgho. En particulier en ce qui concerne la production des viandes, lait et volailles, et puis les tendances pour la production donc des aliments. La valeur antioxydante. Et et c'est le contenu des glucides. Vous voyez, c'est des termes qui ne sont pas vraiment très communs. Et il y a beaucoup de compétition aujourd'hui pour les ressources dans le monde industriel. Et en plus, il y a un autre problème, c'est les changements climatiques. Le monde, les températures deviennent de plus en plus chaudes. Donc, il fait de plus en plus chaud. On a parlé énormément de la flexibilité du sorgho. Il s'agit là d'une des plantes qui s'adapte le mieux. Les grandes variations parmi les différentes espèces sont énormes, notamment lors de la floraison. Donc, différence des hauteurs, on passe de 30 cm à 1,80 m. Et puis, le potentiel génétique est très fort. Une plante qui peut être bien manipulée du point de vue génétique. Et la technologie nous aide dans tout cela. On peut augmenter la productivité si on investit dans la sélection génétique. Il y a beaucoup d'options, peut-être même trop d'options lorsqu'on est des sélectionneurs. Nous avons déjà parlé du fait que l'utilisation primaire du sorgho est d'être utilisé comme sorgho grain et comme aliment. Pour le sorgho grain, il est difficilement remplaçable. En Australie, il est difficile de remplacer une céréale par une autre. Et donc, le sorgho, comme aliment pour du bétail, doit avoir un avantage économique, doit être compétitif. Mais au-delà de ça, dans le monde, la demande d'aliments est à la hausse, augmente. Et par conséquent, il est compliqué d'être à la fois des exportateurs et des importateurs. Il est très bien d'exporter un produit si la demande est forte, mais il faut penser aussi aux importations. Et en plus, cette plante peut résister à des conditions climatiques difficiles, même plus difficiles par rapport au maïs. Il est plus résistant au stress en général. Vous savez que le maïs a d'autres problèmes. Alors, pour les utilisations agro-industrielles ou le sorgho fourrager, a une très grande efficacité hydrique. Dans ce cas, pas mal d'options d'utilisation en termes de sélection.
Et grâce à la sélection, on peut l'optimiser pour le faire devenir le meilleur aliment de bétail possible. Il y a quand même des risques, car tout ce que vous pouvez faire avec les sorgho peut être fait aussi avec du maïs. Mais investir dans les sorgho comporte des risques. Dans l'industrie agroalimentaire, on a besoin d'approvisionnement et de production régulière, alors que pour les sorgho, il y a des oscillations. Sorgho comme aliment ou ingrédient particulier pour la préparation de gâteaux. Qu'est-ce qu'on peut dire en la matière? Eh bien, on n'utilise pas tellement le sorgho pour ces types d'utilisation, mais il y a des utilisations pouvant être intéressantes. Il faut comprendre que le sorgho doit être mis en valeur. Il faut comprendre comment exploiter au maximum ses caractéristiques dans la chaîne de valeur. Il faut faire en sorte que ce soit un choix valable pour tout le monde, pour les producteurs, pour les transformateurs, pour ceux qui utilisent les produits transformés. Il existe des possibilités. Pour terminer, quelles sont les limites pour la création du sorgho commercial et le croisement possible? Alors, il existe pas mal d'opportunités. Le marché en Europe est relativement petit. Il y a, disons, une possibilité de croissance, mais l'Europe ne va jamais devenir le plus grand marché du sorgho au monde. Donc, il faut avoir des cibles bien précises qui sont justement liées à notre domaine d'opération. Donc, il faut se demander quel type de produits voulons-nous produire, pour qui et à qui veut-on les vendre. S'agit-il de production alors, il faut se spécialiser sur les produits qui pourront être vendus plus facilement. Donc, la taille du marché, la transformation, la possibilité de commercialisation. Voici donc des points clés. Mais j'aimerais également parler du fait que les plus grandes compagnies, sociétés de production de semences, n'ont pas les capacités techniques. Pas tellement capacité technique de travail, mais plutôt ils n'ont pas toujours l'argent pour le faire. Cela est lié au secteur public, bien sûr, en Australie. Mais aux États-Unis également, le secteur public joue un énorme rôle. Ils insistent, ils ont tendance à insister sur la production de maïs. Mais il faudrait trouver donc un accord commercial qui soit un moteur de collaboration, des solutions qui soient intéressantes et qui puissent être facilement vendues. On peut le faire grâce à une recherche limitée, mais il faudra bien sûr aller plus vite pour que la recherche crée des produits intéressants pour les cultivateurs. En Australie, une des manières de le faire a été de créer un système de financement. Par conséquent, c'est les cultivateurs qui contribuent à la recherche. Donc, il y a des fonds qui sont retenus, qui contribuent à leur recherche. Donc, 10-20% de ce que je gagne sera donc dévolu à la recherche. Donc, j'ai entendu parler donc d'opportunités, du potentiel, et donc les rêves sont là. Mais où est la réalité alors? Je dirais que la chose importante est le focus. Beaucoup trop d'opportunités, donc il faut vraiment regarder où on gagne de l'argent et utiliser cet argent justement pour se focaliser là où se trouvent les opportunités.
Et donc, il faut aussi que les agriculteurs, les cultivateurs s'impliquent alors dans cela. Oui, tout à l'heure, on a parlé donc d'un partenariat public-privé, ce serait un bon moyen. Oui, oui, absolument. Il faut comprendre donc les bases économiques du système, c'est important pour les chercheurs, mais également pour les cultivateurs. Les cultivateurs ne sont pas toujours au courant des choses qui peuvent être faites. Et donc, il faut aussi une conversation entre les chercheurs et les cultivateurs. C'est important. Alors, les choses qui sont possibles souvent vont au-delà de ce que les gens peuvent penser. Donc, alors, qui voudrait alors investir pas mal d'argent dans un marché qui est si petit? Si nous regardons les problèmes de ces côtés, eh bien l'idée serait donc d'augmenter donc la taille du marché. Cela serait un moteur pour faire plus de recherche dans cette direction. Alors, oui, c'est vrai, ce qui vient avant la poule ou l'œuf, eh bien, il est difficile, effectivement, s'il n'y a pas de demande venant du marché. Il faudrait avoir des financements extérieurs, bien sûr. Mais je dirais encore une fois, je le répète, donc se concentrer sur les éléments du système qui sont rentables, c'est vraiment la manière dont il faut procéder. Par exemple, là où on parle d'aliments de bétail, il y a pas mal de systèmes qui existent. Il faut bien sûr aussi former l'industrie des aliments de bétail. Je pense qu'il y a des opportunités qui sont plus faciles comme celles que je viens d'évoquer. Et puis les caractéristiques nutritionnelles, c'était plutôt pour les aliments du bétail. Alors, est-ce qu'il y a des caractéristiques du sorgho qui pourraient être donc intéressantes, sur lesquelles les généticiens pourraient travailler pour satisfaire des demandes spécifiques venant de segments du marché? Oui, c'est des opportunités d'une part, mais c'est des défis de l'autre. Parce que les grandes sociétés essayent de produire au moindre coût, c'est clair. Et donc, il serait peut-être possible d'augmenter la valeur du sorgho en tant qu'aliment de bétail par exemple, une sélection. Mais le défi en faire tout cela, c'est que les cultivateurs ne vont pas recevoir plus d'argent. Alors, qui va payer pour la recherche sous-jacente? Parce qu'à ce moment-là, il est clair qu'on ne veut pas payer plus. À la rigueur, on choisit les maïs, comme on l'a toujours fait. Et donc, si vraiment il y avait un partenariat, parce qu'au moins pour les industries, comme les industries des volailles, par exemple, eh bien, la mise en efficacité peut faire gagner beaucoup d'argent. Alors, si c'est faisable, on pourrait avoir des aliments de bétail meilleurs. Et cela permettrait donc d'avoir de bons résultats. Mais il faut un système qui marche, justement. Et puis alors, les gains pourraient être répartis avec les cultivateurs, les agriculteurs. Mais aujourd'hui, c'est un véritable défi, je l'avoue.